Je me souviens de l'odeur. Cette odeur, c'est la première chose qui me revient quand je repense à cette nuit. Le cuir neuf de la Bentley de Julien, mêlé au parfum entêtant des lises que Sophie devait adorer, et en dessous, le relent métallique du sang de ma lèvre fendue. J'étais recroquevillé dans ce coffre, ballotté comme un colis, et quand la lumière a frappé mes yeux, c'était comme une gifle. Il y avait la face d'ange de Julien, et puis, juste derrière lui, ce visage qui s'est transformé en un masque de furie. Sophie. Je le revois encore, ce visage, tordu de haine, avec ses cheveux impeccables et sa robe rouge sang, d'un prix sûrement exorbitant. Le genre de rouge qui crie le danger. J'étais là, blotti contre 2 paquets de couvertures qui contenaient les bébés, leur petit cœur tremblant contre le mien. Les drops jaunes, si usés, m'avaient semblé être la seule protection possible. Ne me tuez pas, monsieur Beaumont. Ai-je bredouillé une litanie stupide, ma voix si faible qu'elle ne semblait même pas m'appartenir. J'ai serré les enfants et encore plus fort, comme si ma seule présence, mon propre corps, pouvait faire barrage au monde entier. C'est un réflexe, ça, quand on a tout perdu, de s'accrocher à ce qui est faible pour se sentir utile. Julien, lui, était pétrifié. Je n'avais jamais vu M. Beaumont perdre contenance, jamais. Il était toujours si maître de lui, même quand le moindre employé tremblait en sa présence. Ses clés de voiture sont tombées, elles ont teinté sur le bitume glacé de l'allée. Un bruit dérisoire qui résonne encore dans mes oreilles. Ses yeux, habituellement froids et impénétrables, s'étaient écarquillés d'une manière que je n'oublierai jamais. Sa nièce et son neveu, écriait Sophie, ou plutôt hurlait, en fonçant sur moi avec des talons qui claquaient comme des coups de feu sur le marbre. Elle s'est jetée sur le coffre et a agrippé mes cheveux. Oui, mes cheveux. Elle n'a même pas hésité et m'a tiré. Brutalement. J'ai senti les mèches se déchirer. La douleur a fusé, mais je n'ai pas lâché les bébés. Ils étaient ma seule raison, ma seule encre dans cette tempête absurde. Mes genoux ont cogné l'asphalte. J'ai eu mal. Mes coudes ont frotté, mais je les ai gardés serrés, coûte que coûte. C'était tout ce qui comptait, tout ce à quoi je pouvais penser. Menteuse, ai-je voulu dire, mais les mots ne sortaient pas, juste des bribes, des sanglots. La couverture jaune! Oui, j'avais glissé la lettre de Pierre sous ce plaid usé, espérant que Julien la trouve. Mais elle n'avait pas l'intention de me laisser une chance. Puis, les sirènes, bleues et rouges, comme dans les films, sauf que là, c'était pour moi. 2 voitures de police ont grincé des pneus et 4 agents sont descendus, les mains près de leurs armes. Sophie, la parfaite manipulatrice, a couru vers eux, les bras levés, les yeux pleins de larmes. Un numéro d'actrice de première catégorie. Merci, mon Dieu, vous êtes là. Elle essayait de kidnapper les bébés. La scène était plantée, la future mariée élégante, l'intérieur luxueux, et moi, la domestique salie, recroquevillée sur le sol. L'image suffisait à dicter la justice, l'injustice plutôt. J'ai hurlé, essayé de reculer, mais ils étaient trop nombreux. Ils m'ont arraché les bébés des bras, ces petits corps qui avaient été mon monde pendant des heures. La petite main qui s'est tendue vers moi, ces petites dadoises qui cherchaient les miens, ça m'a brisé le cœur. On m'a mis les menottes, ces poignets qui avaient lavé et nettoyé chaque recoin de cette maison pendant 2 ans, sans jamais voler un parfum, pas même une cuillère. C'est quand ils m'ont poussé vers la voiture que j'ai trouvé la force, une dernière fois, de crier « Monsieur Beaumont, la lettre de Pierre, sous la couverture !» Le nom a résonné. Pierre, son frère, et là, juste avant que la porte ne se claque et m'engloutisse dans les ténèbres du fourgon, j'ai vu Sophie pâlir, juste un instant. C'était si bref, mais je l'ai vue. Maintenant, quand je pense à cette nuit-là, tout se mélange. Les flashs des gyrophares, l'éclat des diamants de Sophie, la terreur des bébés, le visage de Julien. Mais le nom de Pierre, ça n'a jamais cessé de résonner.
Avant cette nuit folle, il y avait eu des signes, je suppose. Des petites choses. J'étais arrivé au service de Julien Beaumont il y a presque 2 ans. Je venais de mon petit village du Barrie, où j'avais toujours vécu. Pour moi, Paris, le 16e arrondissement, c'était un autre monde. Un monde d'une richesse insolente que je n'avais jamais imaginé. Ma grand-mère m'avait toujours dit, Marie, travaille dur, sois honnête, et ne lève jamais les yeux plus haut que tes lacets. C'était ma devise. Je nettoyais, je faisais le ménage, je m'occupais du linge, je passais mes journées à me rendre invisible, à effacer mes traces comme si je n'avais jamais existé. Le salaire m'était vital pour ma grand-mère. Chaque mois, je lui envoyais la quasi-totalité de ce que je gagnais. Elle était mon pilier, mon seul lien avec une vie simple et un amour inconditionnel. Parfois, le soir, quand je rentrais à ma petite chambre de service, je regardais les toits de Paris et je me disais que j'étais si loin de tout ce que j'avais connu. Des petites routes de campagne, du chant des oiseaux au matin. Ici, c'était le bruit de la ville, le luxe ostentatoire et le silence froid des grands salons. Et moi, Marie, la femme de ménage, j'étais juste une ombre de plus dans ce décor clinquant. Je me souviens d'avoir vu Sophie plusieurs fois avant cette nuit-là. Elle avait cette aura d'élégance, de perfection, une prestance si assurée, si hautaine. Elle me regardait parfois et son regard était juste vide, comme si j'étais un meuble. Jamais un bonjour, jamais un sourire. Mais bon, elle était la fiancée de M. Beaumont et moi, je n'étais qu'une employée. C'était comme ça, c'était la règle. Quelques heures avant l'éclat de ce scandale, la vie semblait pour moi une routine immuable. J'étais en train de passer la serpillière près du bureau de Sophie quand j'ai entendu sa voix, basse, pressante, trop pressante. « Pourquoi êtes-vous si lent? La fête est pleine. C'est le moment parfait. Les enfants sont à la cuisine avec cette vieille cuisinière. Entrez par la porte de derrière, prenez-les. Je paierai le double. Mais il faut que ce soit propre, Marcel. Vous entendez? Aucune trace. » Mon sang s'est glacé. Marcel, ce nom, je l'avais déjà entendu, des chuchotements parmi les autres employés. Un homme à tout faire pour les choses. Sales. Les enfants. Le monde s'est arrêté de tourner. Des enfantes. Quelles enfantes? Sophie n'avait jamais mentionné avoir de la famille dans la maison. Un voile épais de confusion et d'effroi a envahi mon esprit. J'ai entendu le claquement du téléphone, puis le silence lourd. Il fallait que j'agisse. Mais quoi? Comment? J'ai couru. Instinctivement, j'ai couru vers la petite dépendance, la maison d'amis, à l'arrière du jardin, où Marthe, la cuisinière, logeait parfois. Et là, dans un couffin posé sur la table de la cuisine, entouré de torchons propres, 2 bébés. 2 nouveau-nés. Leurs petits visages rouges de pleurs silencieux, ils étaient si minuscules, si vulnérables. Mon cœur a fait un bond douloureux, d'angoisse et de tendresse à la fois. C'était ça, les enfants dont Sophie parlait. Ces petits êtres devaient être les neveux et nièces dont elle avait parlé aux policiers. Elle avait dit que je les avais kidnappés. Mais non, c'était elle qui voulait qu'ils disparaissent. La décision a été rapide, fulgurante. Pas le temps de réfléchir, juste agir. Je devais les protéger, n'importe comment. J'ai trouvé cette vieille couverture jaune, la même que celle dont j'ai parlé aux policiers. Elle n'était pas jolie, usée, mais elle était douce. J'ai enroulé les bébés dedans, l'un après l'autre, leurs minuscules corps blottis contre moi. Et puis, la lettre. Je l'avais trouvée par hasard, tombée d'un livre dans le bureau de Pierre. C'était bizarre, ce monsieur Pierre, le frère de Julien, qui était décédé il y a 1 an. Son bureau était resté comme il l'avait laissé. Personne n'y touchait. Je l'avais juste mise de côté. Je n'avais pas osé la lire. Elle m'était apparue comme une relique sacrée, trop personnelle pour mes yeux. Mais là, elle était ma seule preuve. Je l'ai glissée dans la couverture, serrée contre un des bébés. Puis,
le garage, la Bentley, le coffre. C'était la seule issue qui m'est venue à l'esprit. L'unique échappatoire, aussi folle soit-elle. Je me suis glissé à l'intérieur avec eux, le noir, l'odeur d'essence et de neuf, l'étouffement. Les heures qui ont suivi ont été un calvaire. Les bébés pleuraient doucement et je fredonnais des berceuses, des airs de mon enfance. Doucement, sans bruit, juste pour les apaiser, pour les faire tenir, pour les rassurer et me rassurer. La peur me nouait l'estomac. Que se passerait-il si on nous découvrait? Si Sophie réalisait ce que j'avais fait? Mais cette peur était moins forte que mon besoin de les protéger. C'était une évidence, une certitude ancrée au plus profond de moi. Ils étaient si fragiles. Et même si je ne savais pas d'où ils venaient, même si je ne les avais jamais vus avant, ils étaient ma responsabilité à ce moment précis. Ah, c'est vrai, vous ne savez pas comment tout ça a commencé ici? Enfin, la vie de M. Beaumont et la mienne. On se côtoyait sans vraiment se voir, comme le soleil et l'ombre. Lui, Julien Beaumont, le genre d'homme dont le nom était murmuré avec un mélange de crainte et de respect dans les cercles les plus exclusifs de Paris, surtout dans le 16e. Pour la bonne société, un magnat de l'immobilier. Pour ceux qui connaissent la réalité, la tête pensante de l'Empire Beaumont, une machine à gagner de l'argent qui ne s'arrêtait jamais. 37 ans, bâti comme, bâti pour diriger. C'est ce que je dirais. Le genre d'homme que l'on ne regarde jamais vraiment en face, par respect ou par instinct de survie. Mais il avait une faille, un angle mort. Il était aveuglé. Aveuglé par son amour pour Sophie Dubois. Il pensait sa vie parfaite, lui. Il n'avait aucune idée qu'il dormait à côté du diable. Alors que je me vidais de ma substance dans cette cellule froide, tremblante, pieds nus sur le ciment glissant, mon esprit ne cessait de revenir à cette fameuse lettre. Pierre, son frère. Et moi, Marie, qui avait vu la mort de près, qui avait traversé les épreuves, je n'avais jamais cessé de croire que l'amour, la bonté, finirait par l'emporter. Mais là, je commençais à douter. Avais-je eu tort? La femme à côté de moi, dans la cellule voisine, elle avait ce timbre rauque des voix qui ont trop vécu. Elle disait, « Gamine, tu as l'air trop tendre pour être ici. Qu'est-ce que tu as fait? » J'ai bredouillé. Rien. Je voulais juste sauver 2 bébés. Elle a ri un rire amer, sans méchanceté, juste avec la sagesse de quelqu'un qui a vu le monde s'acharner. Tu te frottes aux riches, ma belle, et tu es fini. L'argent gagne toujours. Les lois, c'est pour ceux qui peuvent se les payer. Ça m'a transpercé. Est-ce que Julien, mon employeur, le seul homme que j'avais secrètement admiré pour sa force tranquille, pour sa rectitude, allait me croire? Ou me haïssait-il déjà, me maudissait-il, me traitant de traîtresse, comme Sophie le disait? Je ne savais plus quoi penser. Mes souvenirs sont devenus flous. Était-ce une mardi, mercredi? Le teint s'était effacé, laissant place au seul souvenir de l'angoisse. Moment, ici, je dois faire une pause, respirer un peu. Toute cette situation, c'est tellement absurde quand on y pense, n'est-ce pas? Une femme de ménage qui se retrouve accusée de kidnapping alors qu'elle ne fait que protéger des bébés que la belle société veut faire disparaître. Et ce Julien, ce monsieur Beaumont, l'homme le plus puissant de New York, enfin de Paris pour nous, qui découvre que sa fiancée est une meurtrière et une manipulatrice hors pair. Ça, c'est le genre d'histoire que ma grand-mère aurait écouté d'un œil, secouant la tête en murmurant « On ne prête qu'aux riches ». Mais là, c'était la réalité, mon quotidien. Je me dis que la vie, parfois, dépasse toutes les fictions qu'on peut s'imaginer. Je veux dire, qui aurait cru que je me retrouverais, moi et Marie, dans ce genre de drame, à tenir la vie de 2 nouveaux-nés entre mes mains et ma propre vie dans l'autre? C'est fou, complètement fou. Mais bon, ça ne s'arrête pas là, malheureusement. Il y a encore beaucoup à raconter. Et croyez-moi, le pire était à venir pour Sophie. Et le meilleur peut-être pour moi. Enfin,
Qui sait ce que l'avenir nous réserve? On ne peut jamais être sûr de rien. Mais bon, revenons à nos moutons, enfin à notre histoire. Pendant que je grelottais et que je priais en silence dans cette cellule, ignorant le danger qui grandissait bien au-delà des barreaux de ma cage, la fête de fiançailles à l'hôtel particulier de Julien battait encore son plein. Enfin, battait, c'est un grand mot. Quand le verre de Sophie s'est brisé, le silence avait été assourdissant. Julien avait mis une armure de glace sur son visage. Il avait l'air si calme. Mais quand il est entré dans le bureau, j'imagine les pensées qui devaient déferler dans son esprit. La lettre de Pierre, son petit frère, mort dans un accident. Que des mensonges, la fureur, une fureur froide et méthodique, devait le consumer. Il était le maître de cet empire de l'ombre, comme on le disait. Et la première règle, la seule qui compte vraiment, c'est de ne jamais laisser la colère te dicter tes actions. Jamais. C'est Maître Dubois, l'avocat de Julien, qui m'a raconté les détails plus tard, un soir d'hiver, alors que les bébés dormaient paisiblement. Il m'a dit que quand Julien l'a appelé cette nuit-là, c'était un ordre, une voix que personne n'osait contester. Maître Dubois est arrivé avec son détective privé et même un kit de test d'ADN. Tout ça au milieu de la nuit. Personne n'aurait osé poser de questions. Et en même temps, Julien donnait des instructions à Marthe. Elle n'avait pas le droit de laisser quiconque toucher au bébé. Surtout pas Sophie. C'était une instruction, pas une demande. Marthe, elle a obéi. Ses yeux, d'après Maître Dubois, avaient tout compris cette nuit-là. Pendant que j'étais derrière les barreaux, il s'est passé tellement de choses dans la maison de Julien. Ce Marcel, le traître, ce rat des égouts, comme on l'appelait dans les bas-fonds de Paris, est entré discrètement dans la propriété. Il portait un costume bon marché, froissé, tellement décalé avec le faste de la soirée que tout le monde aurait dû le remarquer. Mais non, personne ne l'a fait. Seul Julien, posté dans un coin stratégique, le surveillait. Il a vu Sophie lui faire un signe discret, un coup d'œil vers la cuisine. Julien était un prédateur. Il voyait tout. Le moment est venu. Marcel a couru vers la cuisine. 10 pas, 8, 5. Il a tendu la main vers la poignée, et c'est là que la voix de Julien, calme mais implacable, a fendu la musique et les rires comme un coup de tonnerre. Sécurité. C'était un ordre. L'orchestre s'est arrêté, les conversations ont cessé. Et Marcel, les mains sur la poignée, s'est retrouvé agrippé par Vincent et Ray, les deux hommes de Julien, deux ombres discrètes, mais mortellement efficaces. Il s'est débattu, a hurlé. « C'est Stella qui m'a envoyé. Elle m'a dit de prendre les voleurs. » Sophie a crié. « Je ne connais pas cet homme. Jetez-le dehors !» Mais Julien s'est contenté de regarder Sophie, puis Marcel, et de hocher la tête vers Vincent. Marcel a été emmené, hurlant et se débattant, sa chute orchestrée par l'homme qu'il servait et son ennemi. Un coup parfait, froid, millimétré. Juste après, la sonnette, l'arrivée de Maître Dubois et du médecin. J'imagine la scène. Sophie, souriante, essayant de sauver les apparences. Et Julien, lui, d'une voix calme, posée, a proposé de faire des tests ADN au bébé, juste pour éclaircir la situation. Son regard devait être effrayant. Sophie a laissé tomber son verre de champagne. Le son, le bruit du verre qui se brise sur le marbre, ça a été le premier craquement dans le mur de mensonges qu'elle avait bâti. J'étais loin dans ma cellule, mais je sentais que quelque chose là-bas se brisait. Je ne sais pas pourquoi, mais mon corps le savait. Je l'ai senti comme une libération lointaine. La nouvelle journée a débuté par le hurlement d'une cloche métallique, un son brutal qui tirait les femmes de leur sommeil. On nous a servi une bouillie insipide et un morceau de pain dur. J'étais à la fin de la file, la tête baissée, essayant de me faire la plus petite possible. Mais l'invisibilité n'était plus ma meilleure amie. Une ombre énorme a barré mon chemin. J'ai levé les yeux. Une femme immense, les épaules larges comme celles d'un homme, c'est-à-dire une toile d'araignée tatouée sur le cou, des yeux froids et plats, et un sourire lent qui s'étirait sur un visage marqué.
C'était elle, la chef du quartier des femmes, celle que toutes les détenues évitaient du regard. C'est toi, c'est n'est-ce pas moi. Elle voix était grève, lente, comme la pierre qui frotte la pierre. J'ai entendu dire que tu avais causé des problèmes. Quelqu'un m'a payé pour te donner une leçon. J'ai reculé, mon dos cognant le mur. Nulle part où aller. J'ai vu le manche de brosse à dents aiguisé, l'arme la plus terrifiante dans les prisons. J'ai tremblé, mais j'ai maintenu mon regard. Je n'ai causé aucun problème, et je dis, ma voix craquant, j'ai juste protégé 2 bébés. Elle a ricané. Je m'en fous. On m'a payé pour ne pas écouter ton histoire. Elle a levé le bras. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé aux bébés, à leurs minuscules yeux dans l'obscurité du coffre, à la promesse que je n'avais pas pu tenir. Si je mourais ici, personne ne le saurait. Personne ne se souviendrait de la domestique sans nom. Mais le destin, ce truc qui se moque des hommes, mais qui parfois accorde sa miséricorde, est intervenu à la dernière seconde. Marie Dubois, un cri a retenti au loin dans le couloir, la voix d'une gardienne pressante et vive. Sortez, vous êtes libérés. Caution, quelqu'un a payé votre caution. La chef s'est figée, sa main à quelques centimètres de mon visage. Ses yeux se sont plissés, froids, calculateurs. Puis elle a lentement baissé son bras et a craché sur le sol, juste à côté de mon pied. Chanceuse, a-t-elle murmuré. Assez bas pour que seul je l'entende. Mais souviens-toi, les accidents arrivent d'aussi à l'extérieur. Je n'ai pas eu le temps de penser à la menace. J'ai juste couru derrière la gardienne, à travers les couloirs gris, devant les portes d'acier lourd, jusqu'à la salle de traitement où j'ai signé mon nom d'une main si tremblante que ma signature est devenue une ligne tordue. Et puis, je me suis retrouvé devant la dernière porte, celle qui menait vers le monde extérieur. Je l'ai poussée. La première lumière du jour nouveau a frappé mes yeux, aveuglante, piquante. Après tant d'heures dans l'obscurité, la lumière était à la fois une douce caresse et une cruelle agression. J'ai plissé les yeux, essayant de voir. Et peu à peu, l'image devant moi s'est précisée. Une Bentley noire, élégante, garée juste devant l'entrée du commissariat. Et appuyée contre la portière, les bras croisés sur la poitrine, des lunettes de soleil sombre dissimulant les cernes d'une nuit sans sommeil, les manches de sa chemise blanche retroussées jusqu'au coude, sans veste ni cravate, Julien. Il avait l'air épuisé, mais dégageait une puissance que même un costume sur mesure ne pouvait créer. Il m'a souri, un petit sourire, fatigué, mais chaleureux d'une manière que je n'avais jamais vue sur ce visage d'habitude si froid. J'ai couru. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas pensé qu'il était le patron et que j'étais la femme de ménage. Je n'ai pas pensé qu'il était le chef d'un empire et que je n'étais personne. J'ai juste couru, mes pieds nus claquant sur le béton, mon uniforme froissé battant dans le vent du matin, et je me suis jeté dans les bras de Julien. Il m'a rattrapé. Ses bras forts se sont refermés autour de mon corps frêle, une main se posant à l'arrière de mon cou, me protégeant, me serrant fort. J'ai sangloté sur sa poitrine, mes larmes mouillant sa chemise blanche, si chère, et Julien s'en fichait. « Vous me croyez vraiment? » ai-je murmuré, mes mots brisés par les sanglots. « Je vous crois, » a dit Julien, sa voix basse, calme, certaine comme la pierre. J'ai lu la lettre. Je sais tout. Et j'ai payé la caution la plus élevée de l'histoire de ce commissariat pour vous faire sortir. Montez dans la voiture. Ce n'est pas sûr ici. Je vous expliquerai en chemin. Julien a conduit à travers les rues de Paris qui s'éveillaient, direction Saint-Germain-des-Prés, vers un penthouse qu'il possédait et que personne ne connaissait. Personne, pas même Sophie, pas même ses avocats, seulement Marthe et ses 2 hommes de confiance. C'était le dernier refuge du chef Beaumont, l'endroit qu'il utilisait dans les moments les plus dangereux. Et aujourd'hui, c'était l'un de ces moments-là. L'ascenseur s'est ouvert au dernier étage. J'ai pénétré dans l'appartement, les yeux encore rouges et gonflés,
Et puis je me suis arrêté net. Le salon était vaste, inondé de lumière du soleil par d'immenses fenêtres qui donnaient sur la Seine. Et au centre de la pièce, sur un canapé blanc, Marthe était assise. Les bébés étaient dans un couffin portable à côté d'elle, dormant paisiblement, en sécurité, le ventre plein, enveloppé dans des couvertures propres. J'ai levé une main pour couvrir ma bouche. Mes jambes ont fléchi, puis se sont raffermies, et puis j'ai couru. Couru vers le couffin, je me suis agenouillé, mes mains tremblantes touchant les joues douces de chaque bébé, et j'ai pleuré. Pas les pleurs brisés de la cellule, mais les pleurs de quelqu'un qui venait de retrouver la chose la plus précieuse qu'elle avait cru perdue pour toujours. « Bébé », ai-je murmuré, les larmes tombant sur la couverture blanche. « Je suis là, je suis là. » Un bébé a ouvert les yeux et m'a regardé, et ses petites mains se sont levées, se tendant vers moi comme s'il reconnaissait la voix qui leur avait chanté dans l'obscurité pendant 3 heures. Marthe a essuyé ses larmes du coin de son tablier et s'est détournée, ne voulant pas que quiconque la voie pleurer. Julien se tenait dans l'embrasure du salon, silencieux. Il n'est pas entré. Il s'est seulement appuyé contre le cadre et m'a regardé prendre les bébés dans mes bras, les embrasser sur le front, les regarder sourire à travers mes larmes. Puis il a reculé tranquillement et a refermé la porte à moitié ouverte, me donnant mon espace, me donnant les retrouvailles que je méritais après tout ce que j'avais enduré. Julien, lui, s'est appuyé contre le mur du couloir, a fermé les yeux et basculé la tête en arrière et a laissé échapper un long et lourd soupir, comme s'il libérait la nuit blanche, la rage, le chagrin de la perte de son frère. Mais dans ce souffle, il y avait aussi autre chose. Quelque chose que Julien n'avait pas encore nommé ou n'avait pas osé nommer. Quelque chose de chaud, quelque chose de plus dangereux que n'importe quelle guerre qu'il avait jamais menée. Parce que cela ne venait pas de son monde souterrain. Cela venait de l'endroit le plus profond de sa poitrine. L'endroit que le chef Beaumont avait cru avoir scellé il y a longtemps. Puis, alors que les bébés dormaient profondément et que Marthe veillait près du couffin, Julien a frappé légèrement à la porte du salon et est entré. J'étais assise par terre à côté du couffin, mes mains toujours posées sur la poitrine des bébés, comme si je craignais que si je les retirais, ils disparaîtraient. Je les regardais, mes yeux encore rouges, mais plus calmes maintenant, avec une petite lumière retrouvée que la nuit dernière avait presque éteinte. Julien s'est assis à côté de moi, non pas sur une chaise, mais directement sur le sol, épaule contre épaule, comme 2 enfants assis sur le sol d'un penthouse de plusieurs millions d'euros, discutant de quelque chose de plus important que tout. « Marie, je dois vous dire quelque chose », a commencé Julien, sa voix basse. « Des choses sérieuses. Les résultats ADN l'ont confirmé. Les bébés sont les enfants biologiques de Pierre. Ce sont mon neveu et ma nièce. » Je n'ai pas été surprise. Je le savais déjà, mais entendre Julien le confirmer de cette voix calme m'a fait fermer les yeux et soupirer de soulagement. « Ce soir, » a poursuivi Julien, regardant droit devant lui, « c'est la fête de fiançailles officielle. Cette fois, il y aura la presse, les partenaires commerciaux, toutes les têtes importantes de Paris. Sophie pense qu'elle a gagné. Elle pense que vous pourrissez dans une cellule. Elle pense que les résultats ADN ont déjà été falsifiés parce qu'elle a envoyé quelqu'un acheter le laboratoire. » Je me suis tourné vers lui, les yeux écarquillés. « Elle a tenté de soudoyer le laboratoire, » a dit Julien, et un sourire froid a effleuré ses lèvres. Le genre de sourire qui aurait figé les contrebandiers les plus endurcis du monde souterrain s'ils l'avaient vu. Mais je l'ai bloqué en premier. Mes hommes sont arrivés au laboratoire avant les siens. Les vrais résultats sont en sécurité avec Maître Dubois. Il l'a dit doucement, comme s'il parlait du temps qu'il faisait, mais j'ai ressenti le poids derrière chaque mot. C'était l'homme dont le nom était murmuré avec crainte à Paris, et il utilisait toute l'étendue de son réseau de pouvoir souterrain, non pas pour les affaires, non pas pour le territoire, mais pour me protéger, moi, une femme de ménage qui,
24 heures plus tôt, lavait encore ses sols. « Ce soir, vous allez à cette fête, » a dit Julien, se tournant pour me regarder. Non pas comme femme de ménage. J'ai cligné des yeux. Je ne comprends pas. Vous viendrez avec moi, vous passerez les portes d'entrée devant tout le monde. Mais j'ai secoué la tête, la panique montant. Je ne sais pas comment être une dame. Je ne sais pas comment tenir un verre de vin correctement. Comment parler à ces femmes de la haute? Je suis une femme de ménage, Monsieur Beaumont. Je ne sais que laver les sols et faire la vaisselle. Julien m'a regardé, longtemps. Ses yeux gris d'acier, les yeux qui avaient fait baisser le regard des trafiquants les plus endurcis, se sont adoucis maintenant comme un lac après une tempête. « Je n'ai pas besoin d'une dame, a-t-il dit, sa voix calme mais certaine. J'ai besoin de vous. Courageuse, honnête et belle. La nuit dernière, vous êtes montée dans un coffre pour sauver 2 bébés auxquels vous ne deviez rien. Ça vaut plus que toutes les robes chères et les mots vides de cette salle de bal réunie. Ce soir, la scène va s'écrouler et vous allez être au premier rang pour regarder Sophie payer pour tout. Marthe, ma précieuse Marthe, est devenue une magicienne des coulisses. Elle a fouillé l'appartement et a trouvé une robe de soirée vert émeraude que Julien avait achetée une fois pour un événement caritatif, mais que personne n'avait jamais portée. Encore avec ses étiquettes, pendues dans le placard du salon. Elle m'a emmené dans la salle de bain, aidé à me laver les cheveux, à les brosser, puis les a patiemment tressés et coiffés en douces vagues qui tombaient sur mes épaules. Un maquillage léger, juste un peu de poudre, un peu de couleur, assez pour faire ressortir mes yeux noisettes profonds et ma bouche qui, pendant tant de jours, n'avait été que serrée de résignation. Julien se tenait à l'extérieur dans le salon, le dos tourné vers la porte de la chambre, faisant semblant de lire des messages sur son téléphone, bien qu'il ne lût rien. Il a entendu les petites exclamations de Marthe, a entendu mon rire discret pour la première fois depuis la nuit dernière, et a entendu le son d'une fermeture éclair. Puis la porte de la chambre s'est ouverte. Julien s'est retourné et s'est immobilisé. Je me tenais dans l'embrasure dans la robe émeraude qui épousait doucement ma silhouette élancée, la soie tombant comme de l'eau, mes cheveux en vagues sur mes épaules nues, mes yeux illuminés par quelque chose qui n'était pas du maquillage, mais une dignité retrouvée. Je ne ressemblais pas à un mannequin de magazine. J'étais mieux que ça. Belle d'une manière que l'argent ne pouvait acheter. Belle avec la vérité, avec le courage, avec les marques de mes meurtrissures qui n'avaient pas encore tout à fait disparu, mais qui étaient cachées sous un fin voile de poudre et une grande force intérieure. Julien Beaumont, l'homme qui avait négocié avec les chefs les plus dangereux de la Côte d'Azur sans jamais trembler. L'homme qui s'était tenu devant un canon de fusil en plaisantant encore, se tenait maintenant dans son propre salon et ne trouvait pas un seul mot. Pour la première fois de sa vie, le chef Beaumont était silencieux. Il me regardait non plus comme une femme de ménage, non plus comme une victime à secourir, mais comme la femme qu'il connaissait, avec une certitude qui l'effrayait, qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. « Vous » Julien a dégluti, sa voix devenant rauque d'une manière qu'il ne pouvait contrôler. « Vous êtes magnifique. » J'ai rougi, j'ai baissé les yeux, puis je les ai relevés, parce que je me suis souvenu que j'avais décidé que je ne baisserais plus la tête devant personne. « Ne me regardez pas comme ça, » ai-je dit doucement. Mais le coin de ma bouche s'est légèrement incurvé, juste assez pour faire sentir à Julien que son cœur, le cœur qu'il avait cru transformé en pierre il y a longtemps, avait manqué un battement. La Bentley s'est arrêtée aux portes de l'hôtel particulier Beaumont juste après que le ciel soit devenu complètement noir. Les flashs des appareils photo éclataient sans pause comme des éclairs. Les paparazzis se pressaient des deux côtés du tapis rouge. Des objectifs coûteux visaient la portière de la voiture, attendant l'arrivée du couple le plus puissant de Paris. Julien est sorti le premier, boutonna son costume 3 pièces noires, ses traits affûtés sous les lumières. Puis il s'est retourné et m'a offert sa main à l'intérieur de la voiture. J'ai posé ma main dans la sienne, tremblant légèrement, mais je suis sorti,
La robe émeraude a capté les flashs et les a renvoyés en éclats de lumière. Mes cheveux ondulés se sont soulevés dans la brise de la nuit parisienne. Je me suis tenu droite, le menton levé, et j'ai marché à côté de Julien sur le tapis rouge. Des murmures ont parcouru la foule comme le feu effleure l'eau. Qui est-elle? Ce n'est pas Sophie. Oh mon Dieu, elle est magnifique. Est-ce un mannequin? Dans le grand hall, en haut du grand escalier de marbre courbé, Sophie se tenait, accueillant les invités, éclatante dans une robe dorée couverte de pierres. Le sourire parfait de l'hôtesse sur son visage. Elle a regardé vers les portes d'entrée et ce sourire est mort sur ses lèvres. Le verre de champagne dans sa main a penché, pinché, puis a glissé de ses doigts tremblants, est tombé sur les marches de marbre, s'est brisé, et le liquide doré a éclaboussé la pierre blanche comme des larmes versées. Sophie a pris une profonde inspiration et forcé son sourire à revenir, et est descendue les escaliers, un pas, puis un autre, ses talons frappant le marbre comme un compte à rebours avant une explosion. « Oh !» a dit Sophie assez fort pour que tout le hall l'entende, sa voix douce d'une manière qui donnait la nausée, mais ses yeux vifs comme une lame. Je n'avais pas réalisé que nous avions une performance caritative ce soir. Vous avez aussi amené votre femme de ménage à la fête, Julien, comme c'est adorable. Quelques rires étouffés ont parcouru les invités. La haute société aimait le drame, et on venait de leur servir un plat copieux. Julien n'a pas répondu. Il s'est simplement tenu là, sa main toujours posée sur le bas de mon dos, attendant, car il savait, il pouvait sentir que la femme à côté de lui ce soir n'était plus la domestique qui avait l'habitude de baisser les yeux. Et il avait raison. J'ai regardé Sophie droit dans les yeux. Pas de salut, pas de tremblement, pas de recul. Pour la première fois depuis 2 ans, j'ai regardé dans les yeux de la femme qui m'avait écrasé chaque jour, et je n'ai pas cligné des yeux. Je ne vais nulle part, mademoiselle Sophie, ai-je dit, ma voix claire, calme, portant d'assez loin pour que les gens autour d'eux l'entendent. Et si j'étais vous, je m'inquiéterais plus de ce qui est sur le point d'être révélé ce soir que de ma robe. Le silence est tombé sur le hall comme un lourd rideau. Sophie se tenait là, la bouche légèrement ouverte, les yeux écarquillés, pour la première fois de sa vie, défiée du regard par la femme de ménage qu'elle avait toujours traitée d'inutile et qui lui répondait. Julien a souri, a passé un bras autour de ma taille et m'a guidé devant Sophie, au cœur du hall scintillant. La foule s'est écartée automatiquement, leur faisant de la place, comme pour un roi et une reine. Et Sophie est restée derrière, seule, sa main serrée sur le côté, ses ongles s'enfonçant dans sa paume jusqu'à déchirer la peau, ses yeux injectés de sang alors qu'elle me regardait de dos dans cette robe émeraude. Et dans ce regard, il n'y avait plus de mépris du tout, seulement de la haine pure, épaisse et concentrée, le genre qui n'a pas besoin de couteau pour tuer. Une demi-heure s'est écoulée dans le grand hall alors que Julien me guidait à travers la foule, me présentant à ses partenaires non pas avec le titre de gouvernante, mais avec les mots « la femme qui a sauvé l'héritage de ma famille ». Et chaque fois que cette phrase résonnait dans l'air, Sophie, debout dans un coin de la pièce, serrait un peu plus son verre de vin, ses ongles tapotant le cristal comme si elle comptait à rebours. Elle ne pouvait plus supporter cela. Lorsque l'orchestre a cessé de jouer et que les petites lumières de la scène, à l'autre bout du hall, ont scintillé, Sophie a agi la première. Elle s'est précipitée sur la scène aussi vite que ses talons de 12 centimètres le permettaient, a arraché le microphone des mains de l'hôte et s'est tournée vers les 200 invités avec le sourire le plus éclatant qu'elle ait pu forcer. Le genre de sourire que Julien pouvait maintenant voir faux jusqu'à la plus petite raide au coin de ses yeux. « Bienvenue à tous », a appelé Sophie, d'une voix vive et confiante, comme si rien d'inhabituel ne se passait. « Merci d'être venus ce soir. Julien et moi avons une merveilleuse nouvelle. Nous avons décidé d'avancer la date du mariage. Ce week-end même, nous deviendrons officiellement mari et femme. » Des applaudissements clairsemés ont suivi,
mince et confus. Les invités se sont regardés, ont levé les yeux vers Sophie sur la scène, puis ont regardé Julien en bas, se tenant avec une femme inconnue à son bras, et personne ne comprenait ce qui se passait. Julien a posé son verre sur la table la plus proche, m'a serré doucement la main, comme pour dire « c'est l'heure », puis l'a relâché. Il s'est dirigé vers la scène, lentement, un pas à la fois. Chaque pas frappait le bois poli comme un tambour de guerre. La foule est devenue silencieuse par instinct, car lorsque Julien Beaumont marchait avec ce rythme, avec ce visage, même les gens qui ne connaissaient pas son nom pouvaient sentir dans leurs os que quelque chose d'énorme allait se produire. Il est monté sur scène, s'est arrêté à côté de Sophie et lui a tendu la main. Il n'a pas tiré, il n'a pas arraché, il a simplement tendu le bras, paume ouverte, et a regardé Sophie dans les yeux avec un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un regard sans amour et sans colère, seulement une faim. Sophie a fixé sa main, puis ses yeux, et avec l'instinct de survie d'une menteuse professionnelle, elle a su que quelque chose n'allait pas. Mais sous 200 paires d'yeux, elle ne pouvait refuser. Elle a placé le microphone dans la main de Julien avec un sourire rigide, a essayé de passer son bras dans le sien, mais Julien s'est décalé sur le côté et a évité le contact si naturellement que seule Sophie a compris que c'était un rejet. « Merci Sophie pour cette annonce enthousiaste », a dit Julien dans le microphone, sa voix calme et profonde, la voix d'un homme en parfait contrôle de la pièce. Mais avant de parler de mariage, je veux parler de quelque chose de plus important. La famille, le sang et des vérités qui ont été enterrées depuis bien trop longtemps sous une couche de mensonges. Le sourire sur le visage de Sophie est mort net. Elle a fait un pas en avant, cherchant le microphone, mais Julien a tourné son corps pour la bloquer, doux mais inébranlable comme un mur d'acier, et a continué à parler sans même la regarder. Tout le monde ici connaît mon jeune frère, Pierre Beaumont, décédé il y a 1 an dans un accident. Mais Pierre a laissé derrière lui quelque chose que personne ne savait. Julien a fait signe au technicien du son. Le grand écran derrière la scène, l'écran préparé pour diffuser des photos romantiques du couple, s'est soudainement illuminé avec quelque chose de tout à fait différent. Un document agrandi, clair, d'une netteté parfaite. Le logo du laboratoire de tests génétiques le plus prestigieux de France figurait dans le coin supérieur. En dessous, des chiffres et des lignes de texte en gras que tout le monde pouvait lire. Probabilité de relation biologique, 89%. Conclusion, le sujet testé est l'enfant biologique de Pierre Beaumont. Le hall a éclaté en murmures. Oh mon Dieu, l'enfant de Pierre. Pierre a eu un enfant et personne ne le savait. Julien a attendu que le bruit se calme avant de continuer. Et maintenant sa voix ne portait plus le calme lisse des affaires, mais le poids d'un frère aîné exigeant justice pour le sien. Pierre a eu 2 enfants, des jumeaux, et quelqu'un voulait qu'ils disparaissent de la surface de la terre, qu'ils s'évanouissent avant que je n'apprenne leur existence, mais ils sont vivants. Ils sont vivants non pas grâce à la police, non pas grâce aux avocats, non pas grâce à qui que ce soit dans cette pièce. Ils sont vivants grâce à une femme qui a risqué sa vie. Julien a levé la main et m'a désigné. Le projecteur s'est déplacé, m'a trouvé dans la foule et a illuminé ma robe vert émeraude et mon visage luttant pour retenir les larmes. J'ai pressé une main sur ma poitrine, sentant mon cœur battre si fort que je pensais que tout le monde autour de moi devait pouvoir l'entendre. « Marie Dubois », a dit Julien, et mon nom a résonné dans le hall comme une déclaration. La femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Les applaudissements ont commencé d'abord de quelques personnes seulement, clairsemés et prudents. Puis ils se sont répandus, plus forts, plus bruyants, jusqu'à ce que tout le hall gronde. J'ai mordu ma lèvre, les larmes coulaient, mais je n'ai pas baissé la tête. Je ne me suis pas caché. Je me suis tenu là et j'ai rencontré chaque regard, le dos droit et le menton levé. Sophie sur scène n'en pouvait plus. Elle s'est avancée, sa voix stridente coupant les applaudissements. « Faux, c'est tout faux. Cette fille est une arnaqueuse. Elle a falsifié les papiers.
Elle a soudoyé le docteur. N'écoutez pas, c'est juste une femme de ménage après l'argent. Julien s'est tourné lentement vers Sophie. Ses yeux gris à d'acier ne contenaient aucune trace de sentiment que l'on pourrait appeler affection. Seulement le dégoût glacé d'un homme regardant une ennemie déjà vaincue, toujours inconsciente d'avoir perdu. « Faux, Sophie ?» a répété Julien, sa voix si douce qu'elle en était effrayante. « Alors expliquez-moi pourquoi vous avez payé 50 000 € à un homme nommé Marcel le Traître pour faire disparaître les 2 bébés. » Le hall est tombé dans un silence absolu, le genre de silence où l'on pouvait entendre les bougies brûler sur les tables de banquet. Sophie a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte comme un poisson sorti de l'eau. « Je ne connais aucun Marcel, vous êtes fou. » Vraiment. Julien a appuyé sur un bouton de la petite télécommande dans sa main. Le système de sonorisation du hall, un système qui coûtait des centaines de milliers d'euros et était construit pour les fêtes somptueuses, a maintenant diffusé quelque chose qui n'était pas du jazz et n'était pas un discours de félicitations. C'était une voix. La voix de Sophie. Claire, froide, impossible à méprendre. « Je me fiche de ce que vous en faites. Jetez-les, vendez-les. Je m'en fiche, tant que Julien ne les voit pas. S'il découvre que ces morveux existent, je perds tout. Vous comprenez? Tout. » L'enregistrement s'est terminé. Son dernier écho a plané dans l'air comme une fumée empoisonnée. Puis la réaction a explosé. Des halètements d'horreur, des mains se posant sur les bouches, des chaises qui ont raclé le sol alors que les gens se levaient. Une femme aux cheveux argentés à la première table s'est détournée, secouant la tête. 2 femmes que Sophie avait toujours appelées ses meilleures amies, celles qui s'asseyaient à côté d'elle à chaque fête, ont reculé de 3 pas, puis de 5, puis de 10, traînant leurs chaises comme si Sophie portait quelque chose de contagieux. Sophie se tenait au centre de la scène, le projecteur toujours braqué sur elle, et il n'y avait plus nulle part où se cacher. Elle a regardé à droite et a vu des visages se détourner. Elle a regardé à gauche et a rencontré des regards remplis de dégoût. Elle a regardé en bas et a compris que la foule n'était plus son public, mais un jury, et que chaque regard avait déjà rendu son verdict. Le masque final est tombé. Il n'y avait plus de mondaine, plus de fiancée parfaite, plus de sourires séducteurs. Il n'y avait que Sophie Dubois, mise à nu sous les lumières, ses yeux sauvages d'ardent, sa respiration rapide, sa poitrine haletante comme un animal piégé poussé dans un coin, après que toutes les issues ont été fermées. Julien a regardé Sophie se tenir seule au centre de la scène, l'a regardée frissonner par vagues comme un animal acculé au mur, et il a prononcé sa dernière phrase d'une voix aussi plate qu'une sentence lue à haute voix. « La police est en route, Sophie, et cette fois, ce n'est pas pour Marie. » À ce moment-là, au moment où Sophie Dubois a compris que toutes les portes s'étaient claquées, que tous les échappatoires avaient été scellés, que tous les mensonges avaient été réduits en cendres devant 200 témoins, ce moment a fait quelque chose que personne dans le hall n'attendait. Cela n'a pas fait s'effondrer Sophie, cela l'a rendue folle. Un rire a jailli de sa gorge. Mais ce n'était pas un rire normal. Et ce n'était pas le rire poli et fabriqué qu'elle portait aux fêtes. C'était un rire brisé. Le son d'un esprit atteignant ses limites et déchirant toutes les retenues en deux. Un éclat de rire dément qui a monté dans le silence de mort du Grand Hall et a fait dresser les cheveux sur la nuque des gens. La police vient m'arrêter. Sophie a ri, les yeux flamboyants, les cheveux défaits. Sa robe dorée scintillait sous les projecteurs comme l'armure d'une reine devenue folle. Personne n'arrête Sophie Dubois. Personne. Sa main a plongé dans la pochette en cuir nichée sous son bras et a sorti quelque chose que la pièce a mis un instant à reconnaître. Un pistolet argenté, petit, brillant, mortel. L'arme qu'elle avait prise dans le coffre de Julien la nuit dernière, cachée dans son sac comme une dernière carte maîtresse. Sophie l'a visé droit sur la poitrine de Julien,
à quelques pas seulement, assez près pour ne pas manquer, assez loin pour que personne ne puisse l'atteindre à temps. Personne ne bouge, a hurlé Sophie, sa voix aiguë résonnant à travers le système de sonorisation parce que le microphone sur scène était toujours allumé. Le hall a explosé dans le chaos. Les invités ont crié, sont tombés au sol, ont plongé sous les tables, se sont accrochés les uns aux autres. Les verres de vin se sont écrasés et brisés. Les chaises sont tombées avec de lourds bruits sourds. Une femme aux cheveux argentés s'est évanouie là, sur le tapis rouge. Et au milieu de tout cela, Julien Beaumont n'a pas bougé. Il est resté parfaitement immobile, les yeux rivés sur ceux de Sophie, les deux mains levées lentement à hauteur d'épaule, paumes ouvertes. Aucune peur, aucune panique. Son visage était de pierre. Et quand il a parlé, c'était de la voix de la négociation. La voix d'un homme qui s'était assis en face de seigneurs de la drogue, de trafiquants d'armes, de tueurs professionnels, et qui était sorti vivant de chacune de ces conversations. « Posez l'arme, Sophie, » a dit Julien. Lentement, un mot à la fois. « Vous avez perdu. Tout le monde l'a entendu. Tout le monde l'a vu. Il n'y a pas de retour en arrière qui puisse vous sauver maintenant. Mais si vous baissez l'arme, au moins vous garderez votre vie. » Sophie a secoué la tête, le pistolet tremblant dans sa main, mais toujours pointé droit sur le cœur de Julien. « Perdu? Je ne perds jamais. Je veux la voiture. Je veux les clés du jet privé. Je veux les passeports. Et je veux quitter cette ville avant que les flics ne franchissent cette petite porte. » D'accord. Julien a hoché la tête, sa voix toujours anormalement calme. « Je vous donnerai tout. Prenez-moi en otage. C'est moi qui signe les chèques. C'est moi qui ai de la valeur. Laissez Marie et tout le monde partir. » Mais Sophie n'était pas stupide. Au milieu de la folie, son esprit rusé fonctionnait toujours avec une précision impitoyable. Elle a regardé Julien. Puis elle a regardé en dessous de la scène où je me tenais, le visage livide, les deux mains crispées autour du dossier d'une chaise, les yeux fixés sur l'arme. « Non, » a murmuré Sophie, et le sourire sur ses lèvres est devenu le sourire le plus horrible que quiconque dans le hall ait jamais vu. « Je n'ai pas besoin de vous. C'est elle que vous aimez. Je l'ai vu dans vos yeux ce soir, Julien. La façon dont vous avez regardé cette femme de ménage. Vous ne m'avez jamais regardé comme ça. Pas une seule fois. » Sophie s'est jetée de la scène, si vite que personne n'a réagi à temps. Une main m'a saisi le bras, l'autre a pressé le pistolet argenté sur ma tempe. J'ai inspiré une bouffée d'air vive, mais je n'ai pas crié, et je n'ai pas lutté. Je me suis juste tenu là, les yeux fixés sur Julien, comme pour dire « Ne faites rien d'imprudent, reculez. » Sophie a hurlé à Julien, me traînant vers la scène, l'arme écrasée durement contre ma peau. Encore un pas et je tire. Julien s'est raidi. Et pour la première fois cette nuit, peut-être pour la première fois de sa vie, le chef Beaumont a ressenti de la peur. Pas de la peur pour lui-même parce qu'il était prêt à mourir depuis longtemps, mais de la peur pour moi, pour la femme avec une arme sur la tête, qui ne pleurait toujours pas, qui essayait toujours de rester stable, qui le regardait toujours avec ses yeux noisettes profonds, pleins de courage. Le visage de Julien est resté froid, mais ses mains se sont crispées sur les côtés, se sont serrées jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, et son cœur battait à un rythme qu'il ne pouvait contrôler. Il calculait, cherchait un angle, essayait de penser à tout ce qui pourrait me sauver sans faire partir ce coup de feu, quand les portes principales du grand hall se sont ouvertes. Non pas doucement, elles se sont ouvertes en grand, les lourdes portes en chêne ont claqué contre les murs avec un bruit de tonnerre, et tout le monde, Sophie incluse, s'est tourné pour regarder. Un fauteuil roulant a roulé au centre du hall, poussé par une infirmière en blanc. Et assise dans ce fauteuil roulant se trouvait une femme âgée, les cheveux blancs comme neige, la peau ridée par le temps, un petit corps presque englouti par un manteau de laine gris. Mais ses yeux étaient perçants comme des lames, brillants comme des phares.
Les yeux de quelqu'un qui avait vécu 82 ans et refusait de perdre face à quiconque. Pas même la mort, Hélène Dubois. Sophie s'est figée. Le pistolet a baissé d'1 centimètre. Juste 1 centimètre, mais c'était assez pour que Julien le remarque. Le visage de Sophie, le visage marqué par la folie, est soudainement devenu le visage d'un enfant qui avait vu un fantôme. Grand-mère, a lâché Sophie, sa voix brisée. Vous êtes à Nice, vous ne pouvez pas être ici. Hélène a levé la main et a fait signe à l'infirmière d'arrêter le fauteuil roulant. Puis elle a levé les yeux, droit dans ceux de Sophie, et sa voix est sortie, pas forte, mais elle a rempli le hall quand même. Parce que dans ce silence de mort, même un murmure résonnait comme un cri. Pose cette arme, idiote. Sophie a cligné des yeux comme si elle avait été giflée. Hélène a continué, sa voix tremblante de vieillesse, mais coupante de rage. Tu penses que m'enfermer dans une maison de retraite met fin à tout? Tu penses que je suis une vieille femme sénile qui ne sait rien? La banque m'a appelé ce matin, Sophie. Tu as retiré de l'argent du trust familial, 600 000 euros, sans ma signature. Tu es une voleuse. Hélène a fait une pause, a pris une inspiration, puis a ajouté d'une voix lourde comme du plomb. Et si ce qu'ils viennent de diffuser par ces haut-parleurs est vrai, alors tu es une meurtrière aussi. Sophie a fixé sa grand-mère, la femme qu'elle avait enfermée dans une maison de retraite à Nice, la femme dont elle avait jeté la photo à la poubelle la nuit dernière en grognant, pourrie dans cet endroit. La femme qu'elle avait supposée inoffensive, assise ici au milieu du grand hall devant 200 témoins, la dépouillant de tout. Sophie a perdu le focus juste un instant. Une seule seconde où ses yeux ont quitté Julien pour se fixer sur Hélène. Une seule seconde où la main tenant l'arme a encore baissé d'1 centimètre. Mais une seconde, c'était tout ce dont Julien Beaumont avait besoin. Il s'est jeté rapidement, avec détermination, avec précision, comme une panthère qui a mesuré chaque centimètre avant de frapper. Sa main a serré le poignet de Sophie, écrasant fort, tordant vers le haut, forçant l'arme vers le plafond. Sophie a crié, son doigt tirant la gâchette dans une panique aveugle. La détonation a secoué le hall, un claquement violent, l'écho ricochant sur les murs de marbre. La balle a volé vers le haut et a déchiré droit dans l'énorme lustre en cristal suspendu au plafond. Le lustre a explosé. Des milliers d'éclats de cristal pleuvaient comme une tempête de diamants, scintillant sous les projecteurs, d'une beauté à couper le souffle et terrifiant à la fois. Sophie a griffé, mordu, s'est battue comme une chatte sauvage prise par la nuque. Mais Julien n'était plus fort. Il lui a tordu le poignet jusqu'à ce que le métal cliquette sur le sol. Le pistolet argenté a glissé sur la pierre polie, mais Sophie n'avait pas encore épuisé ses cartes. De sa main libre, elle a tiré un petit couteau dessous l'ourlette de sa robe, la lame courte mais tranchante comme un rasoir, et l'a dirigé vers le flanc de Julien. Il a vu la lame étinceler dans la lumière. Il s'est décalé, mais il avait un demi-temps de retard, et le couteau a traversé le bord de son gilet, déchirant le tissu sans toucher la peau. Avant que Sophie ne puisse frapper une seconde fois, avant que Julien ne puisse se retourner et riposter, une ombre a surgi par derrière. Moi. J'ai attrapé un grand vase en porcelaine de la table de banquet la plus proche. Lourd, rempli de lit blanc, l'eau se renversant et me trempant les mains. Et je m'en fichais. « Lâche mon homme !» ai-je crié, ma voix forte, féroce, si brute et puissante que je ne l'ai même pas reconnue comme la mienne. Et j'ai abattu le vase sur la tête de Sophie. La porcelaine a éclaté. Les lits blancs ont éclaté. L'eau a éclaboussé partout. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Son corps a vacillé une fois, puis encore, puis s'est effondré sur le sol de marbre. Inconsciente. Silence. 3 secondes de silence absolu. Puis tout le hall a éclaté. Les invités ont rampé de sous les tables, de derrière les chaises, de tous les coins où ils s'étaient cachés. Et ils ont applaudi. Les applaudissements ont roulé comme le tonnerre, mêlés de cris, de sifflets, et quelqu'un a crié « Bravo ».
Julien se tenait là, respirant difficilement, son gilet déchiré par une longue déchirure, une fine égratignure sur son visage due à un éclat de cristal tombant, ses cheveux en désordre, ne ressemblant plus à un chef intouchable, mais à un homme qui venait de survivre au combat de sa vie. Il m'a regardé. Je me tenais à côté de lui, tenant toujours un éclat brisé du vase, les cheveux lâches et sauvages, ma robe vert émeraude éclaboussée d'eau, un lys blanc accroché à mon épaule, respirant aussi difficilement que lui. Mon homme, répétait Julien, le coin de sa bouche se soulevant. J'ai soudain réalisé ce que je venais de crier devant 200 personnes. Mon visage a rougi, plus rouge que sous les projecteurs, et j'ai laissé l'éclat de porcelaine tomber au sol, troublé. Je ne voulais pas. Mais Julien ne m'a pas laissé finir. Il s'est avancé, un bras glissant autour de ma taille, l'autre me soulevant le menton, et il m'a embrassé là, au milieu du grand hall. Parmi les cristaux brisés et les lits éparpillés, sous les applaudissements rugissants et les acclamations de 200 invités, le premier baiser entre le chef de la mafia et la femme de ménage n'a pas eu lieu dans une chambre luxueuse ou sous un coucher de soleil romantique. Il a eu lieu dans les débris, et c'est peut-être pour cela qu'il était plus réel que n'importe quel baiser dans n'importe quelle histoire d'amour. Les sirènes de la police hurlaient devant les portes. 4 agents se sont précipités, ont évalué la scène en un battement de cœur, puis se sont dirigés vers Sophie allongée sur le sol. Elle avait repris conscience, les yeux gonflés, les cheveux tachés d'une légère trace de sang due à la porcelaine cassée, fixant avec une haine pure et ardente. Le claquement des menottes s'est fait entendre pour la 2e fois dans cette histoire. Mais cette fois, ce n'était pas à mes poignets. Ce n'est pas fini, a sifflé Sophie à travers ses dents, alors que les agents la redressaient. Je reviendrai, je jure que je reviendrai. L'agent derrière elle, celui qui avait été témoin de tout le spectacle du début à la fin, s'est penché et a dit exactement une phrase à l'oreille de Sophie. Vous ne reviendrez pas d'où vous allez. 3 jours après cette nuit fatidique, après que la police eut terminé les rapports, après que les journaux eurent rempli leur première page du titre « Scandale du siècle à l'hôtel particulier Beaumont », après que Sophie Dubois eut été transférée du poste de garde à une prison fédérale pour y attendre son procès, avec une liste d'accusations longue comme le bras, Julien et Maître Dubois ont enfin commencé à fouiller les derniers coins cachés que Sophie avait laissés derrière elle. Le bureau privé de Sophie se trouvait au 3e étage de l'hôtel particulier, une petite pièce qu'elle gardait toujours fermée et qu'elle disait à Julien être sa salle de méditation. « J'ai besoin de mon propre espace. » Julien n'avait jamais remis ce cas-là en question parce qu'il faisait confiance à Sophie, une confiance aveugle. Et maintenant, alors qu'il forçait la serrure et entrait, il réalisait à quel point il avait été aveugle. Derrière une fausse paroi lambrissée se trouvait un second coffre-fort. Pas le coffre de Julien, mais le coffre personnel de Sophie. Un modèle ignifuge et étanche installé en secret. Maître Dubois avait amené un serrurier professionnel, et après 20 minutes, la porte en acier s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait tout un monde miniature de ténèbres, des dossiers sur la corruption de fonctionnaires, des reçus de virements à Marcel et à d'autres hommes de main, des registres enregistrant des dépenses cachées, des comptes bancaires à l'étranger, avec des soldes si stupéfiants que Maître Dubois a dû remonter ses lunettes et les lire 2 fois. Mais tout cela est devenu insignifiant. Lorsque la main de Julien a trouvé ce qui se trouvait tout au fond du coffre, une pochette en plastique scellée, du genre utilisé pour conserver des documents importants, fermés avec soin, comme si ce qu'il y avait à l'intérieur était plus précieux que l'or. Julien l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un vieux certificat de naissance jauni par le temps. Les coins froissés mais les lettres imprimées encore douloureusement claires. Il a lu la première ligne et son visage a perdu toute couleur. Il a lu la 2e ligne et ses mains ont commencé à trembler. Il a atteint la dernière ligne et a dû s'asseoir car ses genoux ne pouvaient plus le soutenir.
Maître Dubois, a dit Julien, sa voix rauque, faites venir Marie ici tout de suite. J'entrai dans le bureau avec l'inquiétude lisible sur mon visage, parce que quand Julien m'avait appelé de cette voix inhabituellement grave et lente, je savais que quelque chose d'énorme allait se produire. Julien s'est levé, m'a tiré une chaise et a dit 2 mots que je ne m'attendais jamais à entendre. Marie, asseyez-vous. Je me suis assise. Julien a placé le certificat de naissance devant moi, face visible, et a pointé la ligne sous le nom du père. Preston Dubois, j'ai fixé le nom, j'ai cligné des yeux, j'ai froncé les sourcils et j'ai secoué la tête. Je ne comprends pas. Qui est Preston Dubois? C'était le fils aîné d'Hélène Dubois. C'était l'homme que vous pensiez être le père de Sophie, mais il était en fait son oncle. Preston était le frère aîné du vrai père de Sophie, et selon ce certificat de naissance, Preston est aussi votre père, Mary. La pièce a tourné. J'ai senti le sol pencher, les murs penchés, le monde entier penché. Non. J'ai secoué la tête, les yeux écarquillés. Ce n'est pas possible. Ma grand-mère m'a dit que ma mère n'était qu'une femme de ménage pour une famille riche. Ma mère est morte quand j'étais petite. Ma grand-mère n'a jamais parlé de mon père. Votre grand-mère disait la vérité, a dit Julien en s'asseyant à côté de moi, sa voix redevenant douce. Votre mère travaillait dans la maison du bois, la famille la plus riche de la région. Et Preston, l'aîné des enfants d'Hélène, est tombé amoureux de votre mère, un amour secret, car à l'époque, les Dubois n'auraient pas accepté que leur fils épouse une femme de ménage. Preston est décédé il y a 28 ans dans un accident, quelques mois seulement avant votre naissance. Votre mère est partie, vous a eu et n'est jamais revenue, n'a jamais dit à personne qui vous étiez. Mais si c'est vrai, ai-je murmuré, ma voix tremblante. Alors je suis la petite fille d'Hélène, la cousine de Sophie, et selon les règles d'héritage du bois, vous êtes l'héritière légitime, car Preston était le premier-né, et l'enfant du premier-né passe avant toutes les autres. J'ai levé une main pour couvrir ma bouche. Les larmes ont coulé, mais je ne savais pas si je pleurais de choc, de douleur, ou parce qu'après 27 ans dans l'obscurité, quelqu'un avait soudainement allumé la lumière. Et Sophie savait tout cela, a poursuivi Julien, sa voix devenant froide quand il a prononcé son nom. Elle savait que vous existiez. Elle savait qui vous étiez et elle vous a délibérément trouvé. Vous a embauché chez elle comme femme de ménage. Non pas parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour laver les sols, mais parce qu'elle voulait vous observer, vous rabaisser chaque jour, s'assurer que vous, la nièce d'Hélène Dubois, passiez votre vie à genoux à frotter pour elle, sans jamais savoir qui vous étiez vraiment. C'était le jeu de Sophie. C'était la victoire secrète qu'elle savourait chaque jour. Un lourd silence s'est installé dans la pièce. J'étais assise là, les larmes coulaient à flot. 27 ans de souvenirs tourbillonnaient dans mon esprit. 27 ans à être traité comme invisible. 27 ans à garder la tête baissée et à endurer. Et maintenant, je comprenais que tout ce temps, j'avais été trompé, caché, dépouillé de mon nom par la femme même que j'avais appelée Madame. La porte du bureau s'est ouverte. Hélène Dubois est entrée en fauteuil roulant. Ses yeux âgés, toujours perçants, ont balayé la pièce, ont vu le certificat de naissance sur la table, m'ont vu pleurer et ont tout compris sans la moindre explication. Elle a fait signe à l'infirmière d'arrêter le fauteuil roulant directement devant moi. Sa vieille main, osseuse et tremblante, s'est levée et a touché ma joue, me caressant doucement, comme si elle touchait quelque chose de son récit, qu'elle avait cru perdu pour toujours. Ses yeux, a murmuré Hélène, sa voix tremblante d'émotion. Les yeux de Preston, tristes et doux. Exactement, exactement comme mon fils. J'ai regardé la femme devant moi, la grand-mère que je n'avais jamais su que j'avais, et tous les murs que j'avais construits au fil des ans pour me protéger se sont effondrés en un instant. J'ai glissé de la chaise, je me suis agenouillé,
J'ai enlacé les jambes minces d'Hélène et j'ai pleuré comme une enfant qui avait été orpheline pendant 27 ans et qui avait enfin retrouvé le chemin de la maison. Hélène a posé une main sur ma tête, a caressé mes cheveux, et ses larmes sont tombées sur les mèches sombres de mes cheveux de petite fille. « Pardonnez-moi » a-t-elle dit, sa voix épaisse. « Ce serpent m'a dit que vous étiez morte à la naissance. Elle a dit que votre mère vous avait emmenée et que vous aviez toutes les deux été perdues dans un accident. Je l'ai cru. Je l'ai cru parce que je ne voulais pas croire que ma propre petite fille pouvait me mentir. 27 ans, Marie. 27 ans, j'ai vécu sans savoir que vous existiez. Je ne pouvais pas parler. Je me suis juste accroché plus fort, j'ai pleuré plus fort, et Hélène a pleuré avec moi. 2 générations séparées par la cupidité et la cruauté. Maintenant, elle se retrouvait dans une petite pièce remplie de documents juridiques et de larmes. Enfin, Hélène a levé la tête et essuyé ses yeux du revers de sa main. Et quand elle a parlé de nouveau, sa voix ne tremblait plus. Elle a sonné claire et autoritaire, l'autorité d'une femme qui avait construit un empire avant même la naissance de Sophie. À partir de maintenant, personne ne vous rabaissera plus jamais. Marie, vous êtes une Dubois. Vous êtes ma petite fille, et je passerai le reste de ma vie à rattraper les 27 années que nous avons perdues. Une semaine après que la vérité sur mon identité eut été mise à nu, après que les larmes eurent séché et que les étreintes avec Hélène se furent transformées en une chaleur ordinaire, j'ai fait une demande que Julien ne voulait pas entendre. Je veux rendre visite à Sophie. Julien lisait des documents à son bureau. Il a relevé la tête brusquement, a posé son stylo d'un coup sec. Non, Marie, elle est un poison. Chaque seconde que vous passez près d'elle est une seconde où vous vous empoisonnez. Vous n'avez pas besoin de revoir son visage. Je me suis approché du bureau et j'ai posé ma main sur la sienne. Douce mais ferme. Je sais, mais je dois la voir une dernière fois. Pas à cause d'elle, mais à cause de moi. Je dois fermer cette porte pour toujours. Si je n'y vais pas, elle restera entr'ouverte pour le reste de ma vie. Et je continuerai à poser des questions auxquelles seule Sophie peut répondre. Julien a cherché dans mes yeux toute hésitation, toute faiblesse, tout signe que je n'étais pas prête. Il n'a rien trouvé. Il a vu seulement le calme de quelqu'un qui avait traversé l'enfer et qui n'avait plus peur du feu. La prison fédérale pour femmes se trouvait à la périphérie de la ville. Un bloc de béton gris sans fenêtre, entouré de barbelés et de caméras de sécurité. La salle des visites était exiguë. Une épaisse vitre blindée divisait les 2 côtés. En dessous se trouvait une étroite ouverture, juste assez large pour laisser passer le son, pas assez large pour laisser passer la chaleur. Je me suis assise sur la chaise en plastique, les mains posées sur mes genoux, le dos droit, le visage impassible. J'ai attendu. La porte de l'autre côté de la vitre s'est ouverte. Sophie est entrée et j'ai failli ne pas la reconnaître. Pas de robe rouge, pas de robe dorée, pas de silhouette ornée de bijoux, seulement un uniforme de prison orange froissé et ample sur un corps qui avait visiblement maigri. Pas de maquillage, peau pâle sous les lumières fluorescentes, cernes foncées sous les yeux de fatigue, des cheveux qui autrefois brillaient comme une publicité pour shampoing, semblaient maintenant cassants, attachés négligemment avec un élastique. Mais ses yeux n'avaient pas changé, toujours flamboyants, toujours haineux, toujours les yeux de quelqu'un enfermé dans une cage qui refusait d'admettre qu'elle avait perdu. Sophie s'est assise, m'a regardé à travers la vitre et a esquissé un sourire froid et tordu. Eh bien, regardez qui c'est. Cendrillon qui vient rendre visite à la sorcière. Jolie robe, nouveau collier, on dirait, une vraie dame maintenant. Qui aurait deviné que sous toute cette peinture, vous êtes toujours la petite fille qui lave les sols? Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas froncé les sourcils, mon expression n'a pas changé. J'ai regardé Sophie avec des yeux qui, il y a quelques semaines encore, étaient pleins de peur, mais qui maintenant contenaient le calme profond de quelqu'un qui avait tout accepté et l'avait dépassé. « Pourquoi, Sophie ?» ai-je demandé doucement.
Pas accusatrice, pas en colère, seulement en essayant sincèrement de comprendre. Nous partageons le même sang. Nous partageons le nom Dubois. Nous aurions dû être sœurs. Le sourire a disparu du visage de Sophie et a été remplacé par un pur mépris. Le genre de mépris si enraciné dans les os et la moelle que même un uniforme de prison ne pouvait l'effacer. « Sœur, vous ma sœur ?» a ricané Sophie, et le son en avait un goût amer. « Vous êtes l'enfant d'une servante. Je suis la noblesse. Mon père a toujours haï votre père. » Vous savez pourquoi? Parce que Preston était le préféré d'Hélène. Beau, brillant, aimé, gâté. Et mon père était traité comme une ombre. Quand j'ai découvert que vous existiez, quand j'ai découvert que Preston avait laissé derrière lui une fille illégitime, j'ai su que si Hélène vous trouvait un jour, je perdrais tout. L'héritage, l'argent, la maison, tout irait à la figure de la femme de ménage portant le sang du fils préféré. Alors, vous m'avez fait frotter vos sols, ai-je dit, non pas comme une question, mais comme un fait, pendant que vous saviez exactement qui j'étais. Et vous devriez me remercier. Sophie a penché la tête, sa voix sifflant à travers l'interstice sous la vitre. De vous avoir donné un travail au lieu de vous faire disparaître dès le début. J'y ai pensé de nombreuses fois, mais vous regardez à genoux chaque jour, vous regardez baisser la tête et m'appeler madame sans savoir que vous vous agenouilliez devant votre propre cousine, c'était plus doux que n'importe quel plaisir au monde. Un lourd silence est tombé entre les deux femmes, séparées par une simple vitre et pourtant tout un univers. J'ai inspiré lentement, puis j'ai parlé, ma voix calme, pas tremblante, pas aiguë, tranquille comme l'eau immobile. Julien m'aime quand je n'ai rien, Sophie. Quand tout ce que j'avais était un uniforme déchiré et des mains calleuses. Il m'aime parce que je sais aimer. Et vous, même si vous aviez tout l'argent du monde, même si vous possédiez les robes les plus chères, les plus gros diamants, vous ne comblerez jamais le trou noir de votre âme. Sophie a tressailli un instant, comme si mes mots avaient touché une blessure qu'elle avait cachée le plus profondément. Mais elle l'a immédiatement couvert de son armure familière. « Il se lassera de vous », a craché Sophie à travers ses dents. « Vous êtes fade, vous êtes ennuyeuse. Bientôt, il trouvera quelqu'un d'autre, quelqu'un avec plus de classe, et vous serez de nouveau à tenir un balai. » J'ai regardé Sophie une dernière fois. Longuement et calmement, j'ai regardé dans ses yeux flamboyants de haine, et je n'ai plus vu un monstre. J'ai vu une femme solitaire et blessée qui avait choisi la mauvaise façon d'affronter sa douleur, et qui était maintenant assise dans un parloir de prison, payant pour ses choix. Je me suis levé lentement, doucement, comme si je sortais d'un long rêve. « Dieu vous pardonnera, Sophie. » J'ai dit, ma voix douce mais portant. « Parce que je l'ai déjà fait, je ne pars pas d'ici avec la haine. Cette partie, vous pouvez la garder. Gardez-la à l'intérieur de ces 4 murs. » Je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, le son de Sophie a éclaté comme la dernière flamme d'un feu mourant. Des poings frappant la vitre blindée. Frappant, frappant, frappant. Un cri déchirant sa gorge et passant par l'étroit interstice. « Revenez, revenez ici. Je vous hais, je vous hais. Vous m'entendez? Revenez. » Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai traversé le couloir, les portes d'acier, la salle de traitement, et j'ai poussé la dernière porte. La lumière du soleil a afflué, chaude et brillante. Et cette fois, je n'ai pas plissé les yeux. Je n'ai pas levé la main pour me protéger les yeux. J'ai marché droit dans la lumière, comme si j'entrais dans la nouvelle vie que je méritais de vivre. Julien se tenait à côté de la voiture, dans la même posture que le jour où il m'avait récupéré au commissariat. Mais cette fois, il n'y avait pas de lunettes noires, pas d'expression tendue et gardée, seulement l'inquiétude douce dans les yeux d'un homme amoureux. « Ça va? » J'ai pris une profonde inspiration, la première inspiration de quelqu'un qui avait enfin déposé le poids qu'elle avait porté pendant 27 ans. Puis j'ai souri, et ce sourire a brillé plus fort que n'importe quel diamant que Sophie avait jamais porté.
Ça va maintenant. Je suis vraiment libre. Aujourd'hui, une année entière a passé depuis cette nuit-là. Et si vous entriez dans le jardin de l'hôtel particulier Beaumont, vous ne le reconnaîtriez pas. Il n'y a plus ces haies glaciales parfaitement taillées, ni cette pelouse luxuriante où personne n'était autorisé à poser le pied. Fini l'extravagance sans âme d'un espace conçu uniquement pour l'apparat. Maintenant, des jouets sont éparpillés sur l'herbe. Une poussette esgarée près du porche. Quelques potes de fleurs, plantées par Marthe, éclosent en couleurs vives. Et surtout, il y a des rires d'enfants. Mes deux garçons, Pierre Junior et Armand, ont appris à marcher. Ils titubent et courent dans tout le jardin sur leurs petites jambes instables, tombent, se relèvent et rient de pur délice. Hélène les poursuit dans son fauteuil roulant électrique, appuyant sur l'accélérateur et filant à toute vitesse, criant « Arrêtez! Arrêtez pour votre grand-mère !» Tout en riant si fort qu'elle peut à peine reprendre son souffle, ses vieux yeux s'illuminent d'une lumière qu'elle pensait avoir perdue à jamais au cours des 27 dernières années, la lumière de la famille. Sur une chaise en osier sous l'érable, ma grand-mère s'assied tranquillement, les mains, endurcies par une vie de labeur, posées sur ses genoux, les yeux suivant ses arrière-petits-fils alors qu'ils jouent. Et elle pleure, non pas de tristesse, mais de bonheur. Elle a quitté sa petite maison de campagne pour vivre avec moi. Et chaque matin, elle se réveille dans une chambre spacieuse inondée de soleil. Elle doit encore se pincer pour croire que ce n'est pas un rêve. Aujourd'hui, c'est le jour de notre mariage. Pas un mariage dans une salle de bal d'hôtel 5 étoiles avec une liste d'invités filtrée par des comptes bancaires. Un mariage dans le jardin sous le soleil, sous un ciel bleu, où le vent porte l'odeur des fleurs et le chant des oiseaux, au lieu d'une symphonie coûteuse. Les invités sont assis sur des rangées de chaises en bois blanc, disposées de chaque côté d'une allée parsemée de pétales. Et c'est la plus belle image que l'on puisse imaginer, parce qu'à gauche se trouvent des hommes d'affaires et des politiciens, les visages les plus puissants de Paris en costume et robes de soirée. Et à droite se trouvent des voisins de mon village natal. Des femmes aux cheveux argentés dans leur plus belle tenue. Des hommes portant maladroitement des cravates pour la première fois de leur vie. Et assis à la place d'honneur, au tout premier rang le plus proche de la cérémonie, il y a Marthe, Vincent, Ray et tout le personnel de Maison des Beaumont. Les gens, a dit Julien, c'est la famille, ils s'assoient en devant. J'apparais au bout de l'allée et tout le jardin retient son souffle. Je porte une robe en dentelle blanche faite main, pas une création de designer de Paris ou de Milan, mais une robe cousue à la main pendant 3 mois par une vieille couturière du village de ma grand-mère. Chaque point porte l'amour de quelqu'un qui m'a connu enfant. Mes cheveux tombent naturellement avec des fleurs fraîches cachées dedans. Pas de couronne, pas de diamants. Et je suis si belle que même les invités de la haute société qui ont vu des centaines de mariages somptueux ne peuvent s'empêcher de murmurer avec admiration. Hélène fait rouler son fauteuil roulant à mes côtés, prend la main de sa petite fille, et nous avançons toutes les deux dans l'allée fleurie. Hélène, assise dans son fauteuil, serrant ma main, les larmes coulant sur ses joues ridées, tandis que son sourire brillait plus fort que celui de n'importe qui d'autre dans le jardin. Elle m'accompagne à la cérémonie. Elle accompagne la petite fille qu'elle a cru perdre pendant 27 ans vers l'homme qui l'aimera pour le reste de sa vie. Et c'est la plus grande fierté des 82 ans d'Hélène. Julien se tient à l'autel dans un costume 3 pièces noires, élégant et puissant, mais ses mains tremblent. Pour la première fois de sa vie, le chef Beaumont tremble, non pas de danger, non pas d'affronter un ennemi, mais de bonheur. De me voir marcher vers lui sous le soleil, de savoir que la femme qui s'était autrefois recroquevillée dans le coffre de sa voiture avec 2 nouveau-nés vient maintenant se tenir à ses côtés comme sa femme. Le pasteur commence. Et quand vient le moment des vœux, Julien prend mes mains, me regarde dans les yeux et parle d'une voix basse qui tremble légèrement. Un tremblement qu'il ne prend pas la peine de cacher. Il y a 1 an,
Je vous ai trouvé dans l'obscurité de mon coffre. Vous étiez terrifié, sale, désespéré. Mais même alors, vous brilliez de courage, d'amour pour deux bébés qui n'étaient pas les vôtres. Pourtant, vous les aimiez comme s'ils l'étaient. Vous m'avez appris que la vraie noblesse n'est pas dans un nom, et elle n'est pas dans un compte en banque, elle est dans le cœur. Je vous aime non pas parce que vous êtes l'héritière du bois. Je vous aime parce que vous avez toujours été Marie. Marie la courageuse, Marie l'honnête, ma Marie. Je me mords la lèvre, les larmes tombent tandis que mon sourire reste. Et quand c'est mon tour, ma voix est petite, mais elle porte dans le silence absolu du jardin. Vous avez été le seul à me voir quand j'étais invisible. Quand le monde entier se détournait, vous vous êtes rapproché. Quand j'ai tout perdu, vous m'avez donné un foyer, une famille, et la dignité que je pensais m'avoir été enlevée pour toujours. Je promets d'être votre partenaire, la mère de nos enfants, les deux que nous avons déjà, et celui qui est en chemin. Je dis les derniers mots doucement, mais ils tombent dans le silence du jardin comme une bombe. Julien cligne des yeux, puis il cligne encore, puis ses yeux s'écarquillent, de plus en plus jusqu'à ce que j'éclate de rire. Quoi? Je ris, rayonnante, une main tenant celle de Julien, l'autre posée sur mon ventre d'un toucher doux. Oui, mon amour, nous allons avoir un autre bébé. Le jardin éclate, des acclamations, des cris, des applaudissements roulent comme le tonnerre. Hélène lève les deux mains vers le ciel, murmurant des mots de gratitude. La grand-mère de Marie couvre son visage et sanglote contre l'épaule de Marthe. Les invités de la haute société se lèvent et applaudissent. Les voisins du village natal sifflent, et les jumeaux, ne comprenant pas ce qui se passe, courent en cercle de haut en bas de l'allée parsemée de pétales, riant. Julien n'attend pas que le pasteur dise « Vous pouvez embrasser la mariée ». Il s'avance, m'enveloppe de ses bras autour de ma taille, me soulève et me fait tourner. Un tour, puis un autre, ma robe blanche volant au soleil, et il m'embrasse au milieu des rires et des larmes, sous un ciel bleu et des fleurs éclatantes. Quand il me dépose, les deux garçons se précipitent, enroulent leurs bras autour des jambes de leurs parents, et Julien ouvre les bras grands, me serrant ainsi que les enfants contre lui. 4 personnes, une famille. Parfaite. La fête a duré jusqu'au matin. Il y avait de la musique live, un groupe qui jouait de tout, du jazz au country, du champagne et de la limonade fraîche, du wagyu steak, et aussi le pain de maïs que ma grand-mère avait préparé d'après une recette de famille. Riches et pauvres étaient assis aux mêmes tables, trinquant, dansant, racontant des histoires et riant. Personne ne demandait ce que chacun portait, ce qu'il conduisait, où il habitait. Il n'y avait que de la musique, des rires et la chaleur de personnes qui avaient choisi l'amour plutôt que la haine. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me dis que j'ai fait une erreur, que l'ombre de cette nuit-là ne s'effacera jamais complètement. C'est sûrement un peu des deux, non? La vie, ce n'est pas une ligne droite, pas une histoire avec une fin parfaite et sans nuages. C'est un chemin sinueux, avec ses joies inattendues et ses cicatrices qui rappellent d'où l'on vient. Mais c'est le mien, et c'est tout ce qui compte.